Vous avez vérifié? Ah bah non, je vous écoute. Non mais Charlotte Gérard, vous avez le message. Mais dites-nous. Non, mais je vous pose juste une question. C'est pour ça que vous avez vérifié ces informations? Vous êtes là pour nous répondre. Dites-nous. Bah non, je suis pas là pour faire votre travail à votre place. Moi, Non mais vous avez dit que je vais te mettre la dose que tu mérites. Ah, vous préférez quand le président de la République dit qu'il y a trop de Mamadou dans les hôpitaux? Non. Ah, vous lui avez posé la question là. Hein. Honnêtement, Manuel Bompard. Non, mais c'est assez incorrect en vérité ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous m'interrogez sur des propos qui sont des propos mensongers. Vous en faites la démonstration. Enfin là, ce sont des textos encore une fois. Hier, le cabinet du Premier ministre, M. Netanyahou, a adopté un plan qui vise à la conquête de la bande de Gaza et au nettoyage ethnique de la bande de Gaza, c'est-à-dire à l'expulsion de toute la population palestinienne qui se trouve sur la bande de Gaza. Et si vous voyez dans ces mots-là une stratégie électoraliste, puisque vous avez voulu pendant toute la soirée donner de moi et du mouvement politique que je représente une image de brutalité, ben, vous m'excuserez de vous dire que si vous voyez dans le fait de dénoncer des actions aussi ignobles, avec un bilan aussi lourd, une stratégie politique, alors je pense que c'est vous qui manquez un peu. Manuel Bompard détruit une journaliste surexcitée en direct. Le député insoumis pulvérise le plateau en recadrant violemment une journaliste qui enchaîne les accusations bidons contre LFI. Entre mensonges médiatiques, citations sorties de leur contexte et manipulations grossières, il démonte point par point le soi-disant système Mélenchon. Il dénonce un complot médiatique basé sur des ragots, des fantasmes et une volonté claire de diaboliser les militants de gauche. La journaliste débordée tente de reprendre le dessus, mais se fait laminer en direct. Ce livre, évidemment, il suscite beaucoup de questions. Les journalistes décrivent une machine à broyer cadres et militants, un système autocratique où il est demandé une dévotion aveugle au chef. Alors on pourrait se dire qu'ils règlent ça entre eux. Au final, ça concerne que la France insoumise. Le problème, c'est qu'il y a une dissonance entre les aspirations démocratiques de la France insoumise, le discours qui est tenu publiquement, et le portrait qui est dépeint du fonctionnement interne de votre mouvement. Ah, peut-être avec le portrait qui est dépeint, mais comme je vous l'ai dit vous-même, comme ce portrait s'appuie essentiellement sur des ragots, des fausses informations, il ne correspond pas, vous savez, à la réalité de ce qu'est la France insoumise. Vous savez, la France insoumise, c'est des militantes et des militants qui sont engagés dans un mouvement politique et qui le font autour de convictions qu'ils ont, autour d'un programme qu'ils défendent. Et contrairement à ce que veut laisser croire ce livre, les militants de la France insoumise, ils passent pas leur temps à faire des dévotions pour un leader ou je ne sais quoi. Vous savez ce qu'ils font, par exemple, les militants de la France insoumise? Ils font des collectes de solidarité pour les gens qui ont rien à manger. Ils viennent auprès des salariés qui se battent pour défendre leur emploi. C'est pas les militants de la France insoumise qui sont mis en question. Parce que, bien sûr, on a toute la soirée. C'est important quand même de dire ça, parce que à travers ce livre, on dépeint, contrairement à ce que vous alliez sans doute me dire pour me couper la parole, on dépeint des militantes et des militants de la France insoumise comme étant des gens finalement qui ne penseraient pas, qui ne réfléchiraient pas, qui seraient alignés comme si finalement le matin quand on se lève, quand on est militant de la France insoumise, on demande l'avis à Jean-Luc Mélenchon pour savoir si on va prendre un thé ou un café, vous savez. Ben non, ça correspond pas à la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, moi ce livre, je pense que c'est une fiction. On va y revenir dans le détail, mais quand même, je m'arrête sur ce que vous venez de dire. Ce livre, c'est une fiction, ce sont des ragots. Je précise quand même pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont pas encore lu ce livre, parce qu'il paraît demain. Cette enquête, elle a duré 2 ans. Il y a 200 témoignages, dont de nombreux à visage découvert, qui font écho, d'ailleurs, au complément d'enquête diffusé la semaine dernière sur France 2, qui dépeint le même système autoritaire. Là encore, il y a des preuves. Il y a des preuves à l'appui. Ça ne s'appuie pas que sur des rumeurs. Il y a des faits. Mais madame, par exemple, dans ce livre, il est écrit à un moment que les militants de la France insoumise, à la France insoumise, on souhaite que les militants ne pensent pas. Mais la France insoumise est le seul mouvement politique en France qui a mis en place une école de formation dans laquelle chaque année, il y a 150 militants qui ont accès à des formations, y compris dispensées par des intervenants extérieurs à la France insoumise. Comment vous pouvez, vous comprenez que je prenne ça avec un peu de légèreté, comment on peut écrire à la fois dans un livre que des militants ne pensent pas et qu'il y a une volonté de la France insoumise que les militants ne pensent pas, alors que c'est le seul mouvement politique qui a mis en place une école de formation précisément pour que les militantes et les militants aient des outils pour penser. Je vois à quoi vous faites référence. Je vois à quoi vous faites référence et c'est pas les journalistes qui le disent, c'est Sophie Camard qui raconte ce que Jean-Luc Mélenchon
a dit, donc ancienne insoumise, qui raconte ce que Jean-Luc Mélenchon a dit un jour à Julien Drey, son ancien camarade socialiste, et il lui a dit « Les militants sont mes bras et mes jambes, et moi je suis la tête, je n'ai besoin de personne pour penser, en clair, tracter, mais ne réfléchissez pas. » Donc vous êtes, madame, en train de m'interroger sur des propos qui auraient été tenus par une personne auprès d'une autre personne qui les aurait répétés à des journalistes. Mais franchement, madame, je suis sûr que je peux trouver des gens qui vont vous dire et qui vont me dire que quelqu'un m'a dit, que peut-être que vous, une fois, vous avez eu des propos qui étaient des propos désobligeants. Enfin, il y en a 200 des témoignages. Non, mais faut partir. Attendez, faut partir des faits, vous voyez. Alors justement, j'ai des faits à vous donner. Faut pas partir des rumeurs, des ragots qui sont colportés comme ça, parce qu'en fait, ça correspond pas à la réalité. J'ai des faits à vous opposer, c'est l'expression. Et des faits qui sont connus de tous. Il y a quand même quelques proches de vous et de Monsieur Mélenchon qui ont été purgés, ce qu'on appelle purgés, c'est-à-dire qu'ils ont été non, ça c'est pas des faits, ça s'appelle un mensonge. Mais ça s'appelle un mensonge. Précisément dans votre question. On va quand même les citer, Monsieur Corbière, Madame Garrido, Madame Autain. 2 mensonges, 3 mensonges. Eh bien, écoutez, ils ont été exclus de son entourage quand même. Non, pas du tout, monsieur. Alors pourquoi ils ne sont plus à ses côtés? Mais attendez, j'apporte juste une précision, et ensuite je vous laisse répondre, Manuel Bompard. J'apporte juste une précision à ce qui a été dit par Yves Tréhard. Effectivement, on a beaucoup parlé de ces cas médiatiques, et ce que dit l'enquête, c'est qu'il y en a eu des dizaines d'autres, beaucoup plus silencieuses. Charlotte Girard, François Coq, Jérôme Kuzmanovic, Manon Le Breton, Hélène Franco, tous ont été expulsés parce qu'un jour, ils ont osé s'opposer au chef. Madame, pardon, mais Monsieur Tréhard vient de dire quelque chose qui est, puisque vous parliez de faits, factuellement faux. En l'occurrence, les personnes que vous avez citées n'ont pas été exclues de la France Insoumise, ce n'est pas vrai. Elles n'ont pas été investies. Comme candidat, comme candidat avec l'étiquette LFI, alors même que c'était leur circonscription. Non mais d'accord, madame, mais attendez, madame, vous êtes journaliste. Ça s'appelle une excommunication. Non, madame, vous êtes journaliste. Donc quand on est journaliste, on parle de faits, pas d'invention. Donc les personnes dont vous êtes en train de me parler, elles ont appris qu'elles n'étaient pas investies. Attendez, madame. Monsieur Tréhard a dit qu'elles avaient été exclues. Je ne me trompe pas. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas vrai. Oui, mais ces personnes-là n'ont pas été investies comme candidats sur leur circonscription. Alors ils étaient tous des candidats, des députés sortants qui ne sont pas réinvestis. Et donc ça vaut exclusion, ça? Et une personne qui est ça s'appelle une excommunication. Non, madame, ça s'appelle un non-investissement. Attendez. Aux dernières élections législatives, ne me coupez pas toute la parole en même temps, sinon ça va être vous la meute ce soir sur le plateau de télévision. Donc il vaut mieux, comme vous m'interrogez sur des faits, vous voyez, j'essaye de vous répondre de manière claire et franche et tranquille. Précisément, les personnes dont vous venez de parler sont des personnes qui ont souhaité être candidats sur une circonscription et n'ont pas été investis comme candidats sur ces circonscriptions. Et qui ensuite, effectivement, ont fait le choix de quitter la France Insoumise. Donc vous pouvez parler d'exclusion, mais ça ne correspond pas à la réalité. Mais ce ne sont pas quand même des personnes, comme vous les appelez maintenant, des personnes qui étaient quand même... Pardon, personne, c'est pas infamant. Non, je vais préciser, qui sont quand même des députés sortants ou des élus importants du mouvement, des compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon, qui ont été très très proches. Et ça s'appelle, à mon avis, quand même, de l'excommunication. Vous dites que non. Ah, mais moi, de l'exclusion, alors vous avez changé le terme. Non, mais moi, je n'ai pas... C'est bien que j'ai pu préciser, parce que ça permet que petit à petit, les faits soient rétablis. Non, mais sur le fonctionnement de la France Insoumise, vous êtes favorable à une 6e République. Donc, ça veut dire que demain, la République, votre 6e République, elle fonctionne comme la France Insoumise? C'est-à-dire comme la France Insoumise? Elle excommunie les gens qui ne sont pas d'accord, elle empêche le débat en interne. Les gens dont on parle... Parce que je reprends un mot que Jean-Luc Mélenchon aime bien, c'est les gens. Les gens dont on parle, c'est des gens qui étaient très proches de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas des gens qui sont arrivés il y a 2 ans, des gens qui ont toujours accompagné le parcours de Jean-Luc Mélenchon. Et parce qu'à un moment, ils s'opposent à lui, ils n'ont plus le droit de citer dans le mouvement. Mais ça, c'est votre vision des choses. Je vous demande si ce serait le fonctionnement de votre 6e République. Ben non, puisque vous savez, à la France Insoumise, parce que j'imagine que pour venir commenter sur un plateau de télévision le fonctionnement de la France Insoumise, vous devez bien le connaître. Donc vous savez par exemple que tous les 6 mois à la France Insoumise, il y a ce qu'on appelle une assemblée représentative, dans laquelle il y a des orientations stratégiques qui sont discutées par l'ensemble des groupes d'action du mouvement de la France Insoumise, et que tous les 6 mois, il y a un vote sur la plateforme de la France Insoumise à laquelle les insoumises et les insoumis peuvent se prononcer pour dire s'ils sont en accord ou en désaccord avec la stratégie de la France Insoumise. Ça, vous le savez pas peut-être. Ce que dit l'enquête, c'est bizarre. Parce que vous venez commenter le fonctionnement de la France Insoumise, vous ne le connaissez pas. Mais vous ne me répondez pas à la question. Ce sont des gens qui étaient très proches de Jean-Luc Mélenchon et qui ont été écartés du jour au lendemain. Alors moi, je vais vous répondre par une question.
Dans les faits, dans les éléments, j'ai vu que vous avez montré à peu près toute la journée sur votre plateau des non, mais c'est extraits, intéressant d'avoir votre réponse, c'est pour ça qu'on prend le temps. Mais je réponds, vous voyez, des extraits du livre. Il y a des éléments qui remontent à il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et peut-être qu'il y a une question qui devrait vous interroger. Pourquoi les personnes dont vous êtes en train de me parler pendant 10 ans, 15 ans, elles ont été membres de la France Insoumise, et bizarrement, le jour où elles n'ont plus été investies comme candidats sur leur circonscription, elles se sont dit que finalement, il y avait des choses à la France Insoumise qui ne leur convenaient pas. Peut-être que vous pourriez leur poser la question de savoir si ça leur convenait pas, pourquoi ils l'ont fait. Mais vous savez que les journalistes... Alors, monsieur Jeudi, attendez, tranquille. Tranquillement, monsieur Jeudi. Mais alors, monsieur Jeudi, comme vous connaissez très bien, et monsieur Tréhard aussi, madame Kamala aussi, vous connaissez très bien le fonctionnement des formations politiques. Je crois que vous savez très bien... Attendez, je termine une phrase. Allez-y. Je crois que vous savez bien, comme moi, que dans toutes les formations politiques, il y a parfois des déceptions, des gens qui voulaient être candidats et qui ne le sont pas, et qui se mettent effectivement à critiquer cette formation politique. Effectivement le parti politique dont est issu Jean-Luc Mélenchon, les trotskistes, lambertistes, qui sont... Bah si, je suis désolé, ça fonctionne exactement de la même façon, ça fonctionne comme une secte, monsieur Srey, comme une secte politique. Mais alors exactement, pour aller dans un chef qui est tout puissant et qui a droit de vie ou de mort, entre guillemets, sur chacun. Et on peut être tout à fait étonné d'ailleurs de certains comportements, comme celui qu'il a eu avec Madame Charlotte Girard, qui est l'épouse de son meilleur ami, le pauvre, qui est décédé de maladie. François et qu'il a, alors là, je vais employer un mot très fort, quasiment répudié cette femme, qu'il l'a écartée alors qu'elle était l'épouse de son ami, qui l'inspirait, qui était très important programmatiquement pour lui. C'est vraiment, on a l'impression que ça fonctionne comme ça. Alors attendez, il y a deux choses qui sont dites. Moi, je suis pas là pour commander des impressions. Manuel Bompard, excusez-moi. Il y a des SMS à chaque fois, il y a des messages qui sont envoyés par Jean-Luc Mélenchon aux uns et aux autres. On va le détailler, mais juste, j'aimerais revenir sur deux choses, deux éléments que vous venez de dire, Manuel Bompard. Sur la première, vous avez posé une question. Vous avez dit pourquoi il parle après. La question a été posée par les journalistes qui ont fait l'enquête à toutes ces personnes qui ne sont plus au sein de la France Insoumise, et toutes évoquent justement un fonctionnement de secte. Et elles disent, on est sous emprise. Ne dites pas des choses comme ça, s'il vous plaît. Je rapporte les propos qui sont dans le livre. Moi, vous voyez, je prends cette discussion avec beaucoup de tranquillité. J'explique juste que la question leur a été posée, et leur réponse est de dire, on était comme dans une secte, et l'emprise, on ne s'en rend pas compte quand on est à l'intérieur, et c'est une fois à l'extérieur qu'on s'en rend compte. Madame, je répondais juste à votre interrogation. Il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Et vous savez, il ne faut pas être insultant, méprisant pour des dizaines de milliers de militantes et de militants de la France Insoumise. Parce que, je vais vous dire, il y a quand même une très lourde contradiction dans ce que vous dites qui devrait vous interroger beaucoup. C'est que si vous pensez que les militantes et les militants de la France Insoumise, en fait, sont engagés dans ce mouvement pour suivre un homme aveuglement, sans réfléchir et sans penser. Ça peut arriver en politique. Hein. Au vu du torrent de boue et d'infamie que vous déversez sur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, pas aujourd'hui, seulement aujourd'hui, depuis des mois et des mois. Vous devriez quand même vous poser la question de savoir pourquoi... Qui déverse un torrent de boue ? Bon, je crois que tout le monde, quand il allume la télévision, s'en rend compte. Je pense que... C'est pas à quoi vous faites allusion. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je crois que les gens qui m'écoutent le savent assez bien. Je pense qu'il y a une contradiction dans votre discours. C'est que si les militantes et les militants de la France Insoumise étaient engagés uniquement pour suivre... Je rapporte juste ce qui est dit par les journalistes. Dans les propos que vous rapportez. Si les militantes et les militants de la France Insoumise étaient engagés dans ce mouvement juste pour la volonté de suivre un homme aveuglement, vu comment vous salissez collectivement, les médias de manière générale, Jean-Luc Mélenchon, depuis des mois et des mois, pourquoi il y a de plus en plus de militantes et de militants de la France Insoumise ? Ils disent que la fin justifie les moyens. Précisément pas pour ça, madame. Précisément parce que ces militantes et ces militants, en fait, ils ont des convictions, ils ont des engagements, comme ils ont des convictions, ils mènent des initiatives et des actions. C'est que les convictions sont tellement fortes. Non, mais je vais dans votre sens. C'est que les convictions sont tellement fortes, c'est ce qui est dit dans le livre, que du coup, on est prêt à accepter ce régime. Vous voulez pas que je vous réponde, donc si vous voulez pas que je vous réponde... Allez-y. Mais non, mais... Madame, je faisais juste... Soit vous me posez des questions, moi je vous le dis très tranquillement, il n'y a aucun problème, mais soit vous me posez des questions avec la volonté que je puisse vous répondre. Parce que si vous me coupez la parole au bout de 2 phrases, en fait, au bout d'un moment, ma réponse, elle n'est pas très intelligible. Donc je vous interrogeais sur une contradiction qui consiste à imaginer que la France Insoumise est composée de personnes qui auraient une forme de suivi aveugle
pour une personne, et en même temps du fait que cette personne vous la salissez beaucoup, et pourtant qu'il y a de plus en plus de militantes et de militants à la France insoumise. Et ben c'est précisément parce qu'ils ne sont pas dans un rapport qu'un rapport de suivi aveugle et de dévotion, mais précisément parce qu'ils sont dans un rapport de conviction, précisément parce qu'ils croient aux idées, parce qu'ils croient à la stratégie, parce qu'ils croient à l'importance de la France insoumise. C'est là où je vous trouve étonnant, c'est que c'est pas du tout incompatible. Ah si, c'est très contradictoire. Qui est brillant, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a des talents de tribun, qui est très intelligent et qui a une culture très importante, sans doute au-dessus de la moyenne du personnel politique d'aujourd'hui, qui manie les idées avec grande dextérité, mais qui pour autant a un caractère qui est un caractère intransigeant, dictatorial. Ça s'est déjà vu en politique et l'histoire en est bourrée. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'en ferait pas partie? C'est pas une critique. C'est pas infamant. C'est comme ça. Mais il faudrait juste s'appuyer sur des faits en fait. Juste sur le nombre. Il y a 400 pages de faits. Ça c'est pas des faits, ça, monsieur. Sur le nombre de militants, je crois pas que le nombre de militants ait augmenté. Ah, vous ne croyez pas? En tous les cas, vous nous donneriez une information nous donnant exactement le nombre de l'augmentation. Eh ben, je peux vous dire les choses de manière très simple. Après l'élection présidentielle de 2022, il y avait à peu près... Vous savez, à la France Insoumise, il y a les gens qui signent la plateforme, c'est-à-dire qui... Attendez, laissez-moi terminer. Vous voulez pas ma réponse? Non, allez-y. Je peux dire attendez, vous m'interdisez d'avoir une réaction. Je vous interdis rien, Bruno. Alors allez-y, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Allez-y. Mais vous me demandez le nombre de militantes et militants de la France Insoumise, donc je vous dis comment fonctionne la France Insoumise, parce que sur ce plateau, depuis tout à l'heure, et depuis le début de la journée, tout le monde commente la France Insoumise, mais bizarrement, personne ne sait comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on vous donne la parole, ce soir. Bah oui, mais c'est quand même assez curieux. Donc la France Insoumise, par exemple, dans ce qu'on appelle les militantes et les militants de la France Insoumise, au sein des groupes d'action de la France Insoumise, c'est-à-dire les militants qui agissent concrètement sur le terrain, il y en avait à peu près 70 000 après l'élection présidentielle de 2022, il y en a plus de 100 000 aujourd'hui. Voilà, vous vouliez un chiffre au nombre de... Là, je vous parle des militants. Éric Zemmour, à peu près le même. Je vous parle des militantes et militants qui sont membres des groupes d'action de la France Insoumise. Ensuite, le nombre de signataires sur la plateforme, ils sont autour de 350 ou de 400 000. Donc c'est plutôt un mouvement politique. Mais vous conviendrez quand même qu'il y a 11 sièges de députés en moins en 2024. 11 sièges. C'est-à-dire que vous, quand on était 75 et qu'on est 71, pour vous, ça fait 11. Les sièges dépurgés... Non, mais attendez. Bruno Jeudi. Vous avez perdu des sièges. Non, mais Bruno Jeudi. On était 75 entre 2022 et 2024. On est aujourd'hui 71. Donc 75 moins 71, ça fait 4. Ça fait pas 11, non? C'est même 3 peut-être même. Non, je crois que vous en avez non, perdu. Je crois que ça fait 4, 75 moins 71. Vous voyez, quand on fait des attaques aussi graves, il faut essayer de les faire un peu sérieusement. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous êtes... faut essayer de les faire un peu sérieusement. Vous nous disiez que vous étiez en expansion. Vous n'êtes pas apprendre la soustraction, l'addition, la multiplication et la division. Bruno Jeudi. Vous n'êtes plus en expansion, en tous les cas. Revenons, si vous le voulez bien, aux faits qui sont décrits vous avez perdu des sièges. S'il vous plaît. Mais on pourra discuter, si vous voulez, de la constitution du nouveau... Non, mais ne cherchez pas à retomber sur vos pas. Avant de m'interroger, apprenez au moins les additions et les soustractions. Ça sera plus facile quand même. Apprenez que vous avez perdu des sièges. Vous qui êtes attaché aux faits notamment dans les livres, Anna. Voilà quelques mots. Les messages envoyés par Jean-Luc Mélenchon lui-même à ceux qui se sont sentis excommunier Manuel Bompard, ces mots, ils méritent quand même d'être portés à la connaissance de nos téléspectateurs. Charlotte Girard, dont on parlait, la veuve donc de Lapierre, a reçu un message d'une violence qui s'entend juste à le lire. Delappe aurait honte de toi, fermez les guillemets, signé par Jean-Luc Mélenchon. Delappe, c'est le diminutif du nom de son époux, donc son époux décédé, et sachant que cet époux décédé était donc le bras droit, y compris intellectuel, de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est pas violent, Manuel Bompard. Un autre exemple, et après vous pourrez répondre à ces exemples groupés. J'ai l'habitude. Alexis Corbière, qui a donc dans son téléphone un message qui dit ne m'adresse plus jamais la parole. Ou un autre encore, François Coq, donc avec là pour le coup l'excommunication elle s'est passée en direct, c'était sur le plateau de nos confrères de CNews, c'était le 5 janvier 2019. Il était sur le plateau en train de défendre la France Insoumise et son chef, donc Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi vous dites des choses inexactes lequel chef Madame, pourquoi vous dites des choses inexactes? Après vous répondrez, je finis juste quelques... dites des choses vraies.
quelques petites secondes encore. Donc, un tweet de Jean-Luc Mélenchon est envoyé par Jean-Luc Mélenchon pendant que François Coq est sur le plateau et il écrit « CNews déclare porte-parole insoumis, un nationaliste qui a été banni du mouvement comme François Coq, assez de manipulation ». Il a appris qu'il était banni. Banni, c'est le mot de Jean-Luc Mélenchon. Il a appris, Monsieur Coq a appris en direct sur CNews qu'il était banni par Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vérifié? Ah bah non, je vous écoute. Non mais Charlotte Girard, vous avez le message. Mais dites-nous. Je vous pose juste une question. Vous avez vérifié ces informations? Vous êtes là pour nous répondre. Dites-nous. Bah non, je suis pas là pour faire votre travail à votre place. Non mais vous avez des messages. C'est une enquête de 2 ans, voilà, que j'invite nos téléspectateurs à consulter, et on vous pose juste une question à partir de ce qu'on a lu dans cette enquête. Oui, mais madame, enfin pardon, mais je sais pas, avant d'attribuer des propos. Donc ces messages n'ont pas été écrits, Manuel Bompard? Mais madame, c'est intéressant si vous nous dites. Si vous voulez maintenant que on parle là en ce qui concerne par exemple le dernier exemple que vous avez donné d'événements qui datent de 2019. Oui. Donc si vous voulez qu'on reparle de la campagne de l'élection présidentielle de 2019 et des raisons pour lesquelles François Coq par exemple et d'autres à un moment ont fait le choix de se mettre à distance de la France insoumise, on peut en discuter. Par exemple, curieusement que certains ont commencé à exprimer des désaccords politiques au moment où a été publiée la liste des candidats qui allaient se présenter à l'élection européenne de 2019. Donc vous savez, madame, c'est très facile d'aller prendre ici des messages, de les déformer, de les Attendez, madame. J'aimerais juste que vous répondiez sur ça, sur Charlotte Girard. Mais j'ai répondu, madame. Non, sur Charlotte Girard, parce que quand même, on a tous été étonnés quand on a vu ce message. Je suis venu. Delap aurait honte de toi en parlant de son ancien mari signé Jean-Luc Mélenchon. Madame, depuis le début là, c'est assez marrant quand même l'exercice auquel on est en train d'assister ce soir. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez remarqué que sur l'ensemble des questions que je vous ai posées, j'ai pu vous faire à chaque fois la démonstration que vous partiez d'un élément qui était un élément inexact, d'un élément qui était un élément déplacé de son contexte, d'un élément qui est un élément qui ne correspondait pas à la réalité de ce qui s'était passé. En gros, vous ne voulez pas répondre, quoi. Mais c'est pas que je veux pas répondre. Enfin, si je voulais pas répondre, frère, je serais pas là aujourd'hui. Non, mais est-ce que ça vous met mal à l'aise, ces messages? Mais rien ne me met mal à l'aise, madame. Ce qui me met mal à l'aise, ce qui me met mal à l'aise, madame, c'est que qu'il envoie ça à la veuve de son ami. Madame, j'ai lu ce livre et rien ne m'a mis mal à l'aise, mais j'ai trouvé juste que ce livre ne correspondait à une vision fantasmée de ce qu'était la France insoumise. Les messages, ils sont pas fantasmés, il y a des preuves. Quand il dit à Marine Tondelier, je vais te mettre la dose que tu mérites. On parle comme ça quand on est un responsable politique, je vais te mettre la dose que tu mérites. Ah, vous préférez quand le président de la République dit qu'il y a trop de Mamadou dans les hôpitaux? Non, mais... vous lui avez posé la question, là. Hein. Honnêtement, Manuel Bompard. Non, mais c'est assez incorrect, en vérité, ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous m'interrogez sur des propos qui sont des propos mensongers, vous en faites la démonstration. Là, ce sont des textos, encore une fois. C'est des SMS, Manuel Bompard. C'est des SMS qui ont été envoyés. Vous les avez vus, vous? C'est ça. Parce que ils sont rapportés. Attendez, vous remettez en question la déontologie des journalistes qui ont fait cette enquête? Madame, je vous ai donné tout à l'heure un exemple, qui était un exemple très simple. Par exemple, il y a un extrait dans ce livre où il est dit que j'étais avec Jean-Luc Mélenchon dans les couloirs du Parlement européen et que Jean-Luc Mélenchon aurait dit de moi, toi achète-toi un cerveau. Bon, il se trouve que peut-être qu'au moins sur ce point-là, vous pouvez me faire confiance. Allez-y. Cette scène n'a jamais existé. Ah oui. Or, il se trouve, comme je vous l'ai dit en introduction de cette interview, que j'ai passé 2h30 d'entretien avec les journalistes de cet ouvrage. Et à aucun moment, ils m'ont posé une question pour savoir si cette scène avait existé ou pas. Donc, je sais pas, vous trouvez que c'est un principe déontologique normal de pas interroger une personne sur les sujets sur lesquels il est cité pour avoir au moins sa version? Vous trouvez ça normal? Parce que si on m'avait interrogé sur ce sujet, moi j'aurais pu répondre les choses de manière très simple. Cette scène n'a jamais existé. Mais Benjamin Duhamel pourra poser la question demain aux journalistes. Je n'en sais rien. Par définition, je ne peux pas le savoir. Vous voyez, pendant toute la journée qu'on a passée aujourd'hui à parler de ce livre, pendant toute l'émission ce soir qu'on a parlé de ce livre, on n'a pas parlé d'une chose, par exemple. C'est que hier, le cabinet du Premier ministre, M. Netanyahou, a adopté un plan qui vise à la conquête de la bande de Gaza et au nettoyage ethnique de la bande de Gaza, c'est-à-dire à l'expulsion de toute la population palestinienne qui se trouve sur la bande de Gaza. Alors, peut-être que vous préférez parler du livre, mais moi, personnellement, je préfère parler
de ces 50 000 personnes qui sont mortes sous les bombes de l'armée israélienne et du gouvernement de M. Netanyahou. Et si vous voyez dans ces mots-là une stratégie électoraliste, puisque vous avez voulu pendant toute la soirée donner de moi et du mouvement politique que je représente une image de brutalité, ben, vous m'excuserez de vous dire que si vous voyez dans le fait de dénoncer des actions aussi ignobles, avec un bilan aussi lourd, une stratégie politique, alors je pense que c'est vous qui manquez un peu. Alors c'est vous qui manquez, madame, un petit peu d'humanité.